entier. Clapper entier. Bon, j'espère que vous m'entendez bien. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Vous me le dites en message. Aujourd'hui, j'ai Brenda qui sera là. Donc, si vous avez des questions, vous me les mettez en commentaire dessous. Et ben moi, j'y répondrai. On va parler d'un sujet éminemment brûlant hein, aujourd'hui. Vous avez vu, je vous avais fait des petites vidéos. J'ai appelé les impôts, tout ci, cela. On ne sait pas, est-ce qu'on sait, est-ce que ça passe, le beau FIP. Donc on va reprendre tout ça, peut-être que vous n'êtes pas concerné encore, peut-être que vous allez l'être, et de toute façon il va falloir l'intégrer donc dans votre stratégie. Coucou Erwan, coucou Alexis, coucou Guillaume, coucou Michael, coucou Jérémy, vous êtes nombreux ce soir, coucou Laetitia, coucou Marie, coucou Seb, coucou Alexis. Vous êtes bien nombreux. Donc, alors, avant de commencer donc le sujet de ce soir sur le LMP, LMNP, donc je vais vous parler de l'actu. Pour le congrès, pour ceux qui viennent au congrès, alors oui, il y a une place qui a gagné chez Kevin. Dans le groupe immobilier rentable, donc là c'est la dernière place, voilà, il a une place il va vous en faire profiter, donc vous allez voir ça se passe sur le club, sur le groupe à Kevin, et ça sera la dernière chance d'avoir une place, car après de toute façon il n'y en aura plus, voilà. Donc changement d'horaire, on commence parce qu'on a 150 personnes à faire rentrer, il faut commencer plus tôt, donc on ouvre à 9 h, de 9 h à 9 h 45, ça sera l'accueil où on vous donnera vos badges comme celui-là, hein, vous aurez des beaux badges comme ça, d'ailleurs je vais l'enlever parce que ça m'étrangle, donc vous aurez votre badge entre 9 h et 9 h 45, après ça commencera à 9 h 45, première intervention à 10 h. Voilà, je ne vais pas vous en faire la réclame, vous faire envie, parce que de toute façon, il n'y a plus de place, donc vous verrez bien, il y a deux invités exceptionnels qui seront là. Le soir, on fera un after. Donc, si vous voulez participer à l'after, de boire un apéro et voir manger sur place, vous m'envoyez un message en privé ou un mail, et comme ça, je vous compterai dans la liste. Il faut réserver la table, c'est assez festif le soir, donc il y a facilement beaucoup de monde. Si on ne réserve pas, ça sera mort. Si vous voulez être hébergé sur place, pareil, il y a une auberge de jeunesse sur place, si vous voulez en profiter. Sinon, il y a ces secteurs Gare du Nord, il y a des hôtels partout. Mais si vous voulez partager donc une chambre, il n'y a pas de problème, c'est économique. Donc pourquoi pas, je peux vous balancer les liens en privé. William, bonjour Alex, bravo pour la musique. Ouais, comme d'hab. Alors, le Mastermind de Malaga, donc c'est complet d'ici qu'au 25 mai. J'ai peut-être deux annulations avec... j'ai peut-être une annulation, mais je ne sais pas si on peut changer les chambres ou pas. Donc on va voir. Restez restez connectés. Mais normalement c'est complet, donc comptez pas dessus. Je vais juste vous parler donc du coaching IMO. Donc ça va être comme ce qu'on a fait à Malte au mois de janvier, donc en petit comité. Là c'est vraiment pour faire de l'accompagnement vraiment personnalisé par rapport à vos demandes vraiment spécifiques et par rapport à votre situation. On va voir ensemble comment être le premier pour trouver des bonnes affaires, parce que les bonnes affaires elles ne restent pas 107 ans sur le bon coin. Donc comment faire pour arriver en premier? C'est ceux qui arrivent d'abord qui sont servis les premiers. Donc comment on fait donc tout ça, il y a des techniques de chasse, voilà, tu sais que je suis chasseur aussi, donc je vais te donner tout ça. Comment maîtriser la fiscalité, notamment on va en parler ce soir, mais la fiscalité immobilière, ça peut te manger toute ta rentabilité si ce n'est pas fait comme il faut. On va parler donc de ta stratégie d'investissement, qu'est-ce qui est le mieux pour toi, quelle opportunité tu as, et puis après on va parler de financement. Je suis un ancien banquier, donc je vais te dire comment il faut monter ton dossier, qu'est-ce qu'il faut faire, et je vais te parler de négociation aussi, parce qu'un levier important de rentabilité, c'est qu'il faut bien acheter. Voilà. Ton premier bénéfice, c'est quand tu achètes. Voilà. Donc déjà, si tu achètes mal, tu te tires des balles dans le pied, ça va être compliqué d'avancer. Donc tout ça, on verra ça en petit comité. À Malte, on était 8, ça fait peut-être un peu beaucoup, surtout si les niveaux sont pas tout à fait les mêmes. Donc on va rester en petit comité. Donc ça sera à Faro, Portugal. Je t'expliquerai, si ça t'intéresse, tu viens en privé. Donc je t'expliquerai, c'est un voyage sur mesure. Donc c'est-à-dire qu'il faudra que tu payes ton billet d'avion, l'hôtel, il faudra voir comment on fait suivant ton budget, la pension, il faudra manger sur place. Au Portugal, ça coûte pas très cher, on mange très bien. Et il y aura, je m'étouffe, donc je t'expliquerai comment on va faire pour régler ma prestation. Ensuite, Kalamata en Grèce, je t'en parle vite fait, puis après on va attaquer. Donc ce sera un mastermind IMO vacances, un peu light. À la base c'était mes vacances, mais bon, comme il y a des gens qui voulaient venir et tout, je m'étouffe, je parle trop vite.
Donc si tu veux venir, ça sera du 21 au 28 septembre à Kalamata en Grèce. Ça sera dans un club Lukea. Donc là c'est un esprit tout inclus. Hein, donc là c'est pour du repos. Tu peux venir te reposer, c'est vacances. Mais aussi on fera du blabla IMO. On profitera des apéros pour parler IMO. On pourra découvrir un petit peu le pays. Faire du réseautage entre nous, du boostage. Je pourrais te transmettre, te faire transmettre tout ce que je sais. Tu pourras profiter des autres participants aussi pour le partage d'expérience. C'était un peu comme Marrakech, ça va être un peu comme Malaga. Et donc si tu veux participer comme Malaga, c'est complet. Le prochain, ça sera en Grèce, à Kalamata. Et celui d'après, hein, vous êtes très nombreux à vouloir venir aux Philippines. Hein, vous avez découvert cette contrée qui est vraiment splendide, où le rentier est roi là-bas, hein, pouvoir d'achat extraordinaire, les plages sublimes, l'eau à 28 degrés toute l'année, le soleil, les massages, voilà, que dire de plus, c'est le paradis. Donc on fera ça, vraisemblablement on m'a demandé les vacances scolaires prochaines, certainement au mois de février l'année prochaine, donc on mettra ça en place. Voici pour les futurs événements, il y en aura d'autres, début juin, je ne peux pas t'en dire plus pour l'instant, mais je serai dans le sud de la France, je t'expliquerai un peu pour un grand événement. Allez, on va commencer donc tout de suite, sans plus tarder, dans quelques instants, attention. Donc, LMP, j'arrive même plus à parler, LMP, LMNP, si vous avez des questions, il y a Brenda qui se trouve derrière cet écran et qui va prendre toutes vos questions. Donc là, vous pouvez y aller, je suis chaud comme la braise. Coucou Apolline, Apolline, on te fait des gros bisous. Apolline, tu étais à Malte, d'ailleurs, tu as vu, j'ai parlé de Malte tout à l'heure. Eh ben, je te fais un gros bisou. Voilà, donc, alors, on va reprendre un petit peu au début. Parce que peut-être que tu ne comprends pas tout et je vais vraiment t'expliquer. Coucou Steph. Je vais vraiment tout expliquer, on va tout reprendre pour que tu comprennes bien. Il faut absolument que tu maîtrises ce point, d'accord? Il faut absolument que tu comprennes pour pouvoir anticiper tout ça. C'est très important. Salut Seb. Donc, à la base, qu'est-ce qu'il en était? Pour passer à la base, pour passer LMP, donc professionnel, à partir du moment où tu loues un bien meublé, tu es loueur meublé non professionnel d'office. D'accord? À partir d'un certaines règles, tu passais LMNP, donc professionnel. On va voir tout à l'heure la différence entre les deux statuts. Et tu vas voir que le BOFIP a changé très récemment. Il a intégré une décision de justice et on va voir toutes les conséquences que ça a. Donc avant, tu passais LMNP comment? Hein, on reprend un petit peu l'historique. Donc il fallait que tes recettes brutes, c'est-à-dire les recettes brutes, c'est ce que tu encaisses. Parce qu'un LMNP, c'est tu déclarais des BIC, bénéfices industriels et commerciaux. D'accord? Donc c'était quelque chose de pseudo-bâtard. Attends, on va enlever les dials qui s'affichent. Donc c'était les recettes brutes, donc loyer chargé, donc avec les charges, qui devaient être supérieures à 23 000 €. D'accord? C'était une des premières conditions. La deuxième condition, c'était que tes recettes devaient dépasser les revenus du foyer fiscal. Donc de tes revenus. Alors qu'est-ce qui, d'après l'article 79... attends, qu'est-ce qu'il me dit Brenda? Alors attends, Kevin... Bah, coucou Kevin. Ah ça y est, je te vois ici. Je suis en décalé. Alors, Kevin, si tu veux venir m'expliquer, enfin nous expliquer, tu me dis. Hein. Je t'ouvre une fenêtre live. Devant tout le monde, devant plus de 70 personnes qui sont en direct. Donc je reprends les recettes, donc plus de 23 000 €, première condition. La deuxième condition, il fallait que tes recettes dépassent la moitié de tes revenus du foyer. Dans les revenus, l'article 79 du Code général des impôts, ça comprenait donc les revenus, c'est ton traitement si tu es fonctionnaire, les émoluments, ton salaire, rente viagère éventuellement, et ils avaient rajouté la retraite, donc tes pensions de retraite. Ça, c'était les revenus. À ça s'ajoutait toujours les BIC classiques si tu étais commerçant ou artisan, les BNC si tu faisais du conseil par exemple, tes bénéfices agricoles si tu étais agriculteur, et les revenus de gérant associé si tu avais par exemple une SCI. Donc Kevin est à l'aéroport, bah, on va faire un petit duplex, je finis d'expliquer ça. Et donc ça c'était la deuxième condition, si les revenus de tes locations dépassaient donc les revenus salariés, d'accord? Donc les revenus fonciers ne comptent pas dedans, hein, on avait commencé à parler de ça, peut-être une alternative, malheureusement j'ai vérifié, l'article 79 il ne compte pas dedans,
Donc ça ne sera pas une piste de prendre la tangente par les revenus fonciers. Donc ça va être compliqué. D'accord? Et il fallait que un des membres du foyer fiscal soit inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur meublé professionnel. C'est-à-dire qu'il fallait faire la démarche volontaire, c'est-à-dire de te déplacer au greffe du tribunal de commerce pour dire à partir d'aujourd'hui, maintenant, je veux être professionnel. Et donc tu basculais à partir de ce moment-là entre le non professionnel, donc le LMNP, tu basculais en LMP. Donc c'était toi qui décidais, tu avais ton sort entre les mains. C'était toi qui décidais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben écoute, on va demander, on va regarder, attends. Il y avait Kevin qui voulait, tac, alors Kevin, tac. Alors on va essayer de prendre Kevin en cours. Allez, merci Kevin. Alors, est-ce que vous allez me dire, parce que en général, quand on fait les duplex, dès qu'on coupe, il y a un décalage avec les voix, c'est ça que j'avais peur. Donc, est-ce que ça marche bien au niveau du son? Est-ce que vous pouvez me dire si ça marche bien au niveau du son ou pas? Et on va reprendre. Donc, je vous ai parlé donc des trois, de comment fallait faire avant, hein, pour passer de LMNP à LMP. Et donc, c'était une démarche qui était volontaire, d'accord? Maintenant, il y a un problème, parce que il y a une personne donc, qui avait posé une question de priorité, une QPC, ça doit vouloir dire, moi je suis pas avocat, donc je ne sais pas, QPC, question prioritaire de constitutionnalité, je crois que ça veut dire ça, enfin voilà. Donc il y a quelqu'un qui a posé donc une question au Conseil constitutionnel par rapport à cette troisième condition, qu'il fallait qu'un membre du foyer fiscal soit inscrit en qualité de loueur meublé. Et apparemment, il y a certains greffes des tribunaux qui considéraient l'activité de loueur meublé non pas comme une activité commerciale. Au sens, pour les impôts, c'est une activité qui est civile, d'avoir des logements. Donc il refusait systématiquement que tu sois inscrit meublé professionnel au RCS. Et donc, il y a des gens que ça leur posait des problèmes. Ou alors, quand tu es fonctionnaire, par exemple, tu ne peux pas être loueur meublé professionnel. Donc, le greffier, il pouvait te refuser. Ouais, il y a juste un mec. Alors, on va pas lui jeter des pierres, il s'appelle Gabriel. Donc, Gabriel, si tu nous écoutes, je te fais une dédicace. Gabriel S. Donc, mais en fait, alors pour vous raconter son histoire, je l'ai eu au téléphone, Gabriel, on s'est appelé. Il sera peut-être là à Malaga, hein, on verra. Et donc, Gabriel, lui, il n'a pas eu de chance, il a eu un contrôle fiscal. Il a eu un contrôle fiscal sur les années 2007, 2008 et 2009. Et en fait, il a essayé de s'en sortir en disant, moi, écoutez, je veux être inscrit comme loueur meublé professionnel pour pouvoir imputer des charges et tout. Je vais t'expliquer un petit peu en quoi ça charge. Et donc, pour Gabriel, c'était plus avantageux au niveau des impôts d'être LMP et il ne pouvait pas. Il avait été refusé. Donc, au final, Gabriel a été redressé par les services du fisc. Et donc, Gabriel, il a dit, ça ne va pas se passer comme ça, on va aller au tribunal. Donc, il a fait première instance, en appel, et il a été jusqu'en cassation. Et après, il a dit, on va aller carrément au Conseil d'État, machin et tout. Et le Conseil d'État a fait patatrac, on annule tout et en machin. Donc, la location immobilière, c'est une activité civile et donc toi il y avait le problème et tout. Ce qu'il y a, c'est quand la cour, le truc de constitutionnel a dit bon on enlève cette truc, il y a un commentateur, ils ont commenté là, et j'ai été voir, et donc le commentateur a conclu que le législateur devait soulever ce problème de RCS, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui ne pouvaient pas s'immatriculer en tant que loueur professionnel, et donc en fait l'esprit à l'époque, quand le Conseil constitutionnel a cassé cette troisième condition, donc le commentateur avait dit écoutez, le législateur doit s'emparer du problème pour modifier, pour demander par exemple au greffier d'accepter de prendre les gens en LMNP s'ils décidaient de vouloir, en LMP pardon, s'ils décidaient de vouloir devenir LMP, d'accord? Et à la base ça aurait dû rester comme ça, hein, c'est-à-dire qu'ils auraient dû changer la loi pour que ça reste toujours au niveau du choix. Hein. Le Conseil constitutionnel, quand ils ont cassé ce truc, et ils ne voulaient pas faire la catastrophe qu'il arrive aujourd'hui.
Hein. Ils ont enlevé cette troisième condition, mais ils ont dit aux législateurs, vous vous débrouillez, vous tournez mieux votre copie, vous rédigez ça mieux pour que les gens continuent à avoir le choix. C'était ça l'esprit du Conseil constitutionnel. Ça a été commenté comme ça. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les impôts, eux, ils savent pas lire tout ça. Donc ils ont des gens qui sont très haut placés dans le ministère, qui analysent les textes de loi et qui vont expliquer donc aux inspecteurs du fisc comment appliquer la loi. Et donc ils écrivent des bulletins officiels. Les bulletins officiels, ça n'a pas de valeur si tu veux. Hein, c'est juste le mode d'emploi pour le contrôleur des impôts, savoir comment il doit réagir quand il a un contribuable en face de lui et comment il doit traiter les choses. Et donc le BOFIP, il était resté comme ça pendant un an. Donc pendant un an, tu as eu le choix, tu faisais ce que tu voulais, quoique, il faudra voir comment s'est tourné le truc. Quoique, parce qu'ils disent de revenir à la décision donc, de cette QPC du mois de février de l'année dernière. Mais le 20 mars, un bulletin officiel des impôts est sorti, et là, patatras, il s'est mis à jour, donc la doctrine fiscale a changé, et ils prennent en compte la QPC maintenant, et je vais te lire, et je te cite très exactement ce que dit le texte donc, de ce bulletin officiel, à compter de cette décision, donc la décision du Conseil constitutionnel, la condition, écoute bien, c'est important, la condition d'inscription au RCS figurant dans les dispositions actuelles de l'article 155 du Code général des impôts n'est plus exigée. La condition n'est plus exigée pour la qualification de loueur meublé professionnel. C'est-à-dire qu'avec les deux conditions, tu peux être qualifié loueur meublé professionnel, tu es qualifié loueur meublé professionnel. Il y a une petite nuance, tu peux ou tu es qualifié. Donc ça laissait encore un peu interprétation. Tu as vu que tu as beaucoup de gens qui sont emparés du sujet sur Internet, des formateurs, des avocats fiscalistes, tu as beaucoup de monde qui a donné un petit peu son avis. Moi, je te donne un éclairage, c'est une information parmi tant d'autres. Celui qui va décider, c'est les impôts, c'est le sang des impôts. Donc moi, je t'encourage de faire comme moi, tu demandes un rescrit pour savoir à quelle sauce tu vas être mangé. Donc en théorie, il ne faut plus que les deux conditions, c'est-à-dire si tu dépasses 23 000 € de recettes brutes, et si ces recettes brutes dépassent tes revenus salariés du travail, tes BIC, tes BNC de travail, bah là, normalement, tu bascules. Alors, il y a le jeu automatiquement ou pas, mais tu deviens de fait loueur meublé professionnel. C'est comme ça que les impôts l'entendent. Donc j'ai appelé mon SIE, il y a d'autres membres du groupe qui ont appelé leur SIE, j'ai appelé le ministère, c'est comme ça qu'ils le comprennent. Et on a des membres donc, du club qui ont fait donc, des demandes écrites et ils ont demandé un rescrit. Un rescrit, c'est pour se couvrir hein, au maximum. Donc tu as un agent du fisc qui a fait une réponse officielle qui vaut en cas de contrôle, tu sors ce rescrit et voilà. Donc pour les impôts, pour les impôts, bah, tu vois, sur les rescrits, il y a marqué que dès que tu as ces deux conditions, bah, tu passes LMP. Bon. Alors, c'est un petit peu compliqué. Moi, j'avais vu mon comptable aussi donc, dans la semaine. Je lui avais posé la question et lui, c'est pareil. Hein, il y a la nuance dans la loi. Lui, il a été chercher encore plus loin. Ils ont leur BOFIP à eux, les comptables. Hein, c'est-à-dire qu'ils ont des gens dans les chambres en haut qui analysent les textes pour savoir comment il faut transposer ça par rapport à leurs clients. Et il y a une nuance d'activité occasionnelle quand tu loues meublé occasionnellement. Donc si tu vois que tu encaisses 23 000 € par an et que tu fais ça depuis des années, c'est plus tellement occasionnel d'après eux, hein, c'est plutôt tombe dans la régularité. Et au niveau des impôts, quand ça devient régulier, hein, bah, faut te déclarer en professionnel. D'accord. Julien, alors Julien Évrard, ça fait depuis ce matin que tu dis, tu comprends pas, regarde le live. Regarde le live, hein, comme ça tu vas comprendre. Il ne faut pas poser des questions comme ça. On est un groupe sérieux. Donc si tu tombes professionnel, c'est évidemment pas pareil que si tu es non professionnel. Hein. Imagine si tu vends à la kermesse du village, on ne va pas te demander de payer la TVA, des charges sociales, de payer une caisse de retraite, de payer une assurance professionnelle si tu empoisonnes quelqu'un, de payer une contribution foncière des entreprises. On ne te demandera pas de payer une taxe professionnelle d'apprentissage. Enfin voilà. Donc c'est la kermesse, d'accord? Si tu passes professionnel, eh ben écoute, c'est plus pareil, tu deviens pro, hein, d'accord? Donc ça va changer les choses et on va voir ce que ça va faire. Donc depuis, c'est assez enflammé hein, sur le net, tout le monde donne son avis. Moi je te fais descendre ce que j'ai eu indirectement des impôts, j'ai appelé les impôts, comme je t'ai dit, et donc c'est la fin de la récréation. Donc...
Et voilà, c'est terminé. Donc j'espère que tu n'es pas concerné. On va voir, hein, il y a peut-être des solutions. On va regarder ça à la fin. Donc on va reprendre. On va regarder. Je vais te réexpliquer un petit peu le LMNP. Quels sont les avantages en fait? On va reprendre ces deux. Je vais te faire la description de ces deux systèmes, hein, de ces deux modes d'exploitation, de ces deux façons d'exploiter donc tes biens que tu loues meublés, et on va voir donc la différence entre les deux. Donc si tu es LMNP, donc en dessous des 23 000, enfin en dessous des 23 000 euros, ou en dessous donc de la moitié des revenus du foyer, tu as donc ce qu'on appelle ce régime hybride qui a les avantages du particulier en fait, tous les avantages du particulier, et tu vas avoir tous les avantages du côté professionnel. Tu vas avoir une comptabilité commerciale, par exemple. Tu vas pouvoir avoir des choses que les entreprises peuvent déduire, mais qu'un particulier ne peut pas. Donc tu as tous les avantages quand tu es LMNP. Les avantages d'un côté, les avantages de l'autre. Donc en soi, c'était une niche fiscale, et de toute façon, on savait que ça allait changer. Et ça va continuer de changer. Donc c'est un régime hybride. Alors le résultat fiscal, comment il est calculé quand tu es LMNP? Donc tu as tes revenus, ce sont tes loyers, les charges que tu encaisses, et tu vas pouvoir déduire des charges. Qu'est-ce que tu vas pouvoir déduire? Comme dans le régime foncier classique, le régime particulier foncier classique, bah, tu peux déduire tes intérêts d'emprunt. Si tu as fait un prêt à la banque, tu peux déduire donc des honoraires d'agence, par exemple, qui s'occupent de la gestion de ton bien. Tu peux déduire la taxe foncière, tu peux déduire les assurances, PNO, tu peux déduire donc les charges de copro, et tu peux déduire donc tous les travaux. En foncier, tu peux déduire que les travaux de réparation, d'entretien et d'amélioration. Mais si par exemple tu divises un appartement, tu ne peux pas déduire. Si tu aménages des combles, tu ne peux pas déduire quand tu es en foncier. Et bien à l'MNP, tous les travaux. Donc les travaux de démolition, de reconstruction, d'agrandissement, de division, tu pouvais tout faire passer. Donc ça, c'était un gros plus par rapport donc au foncier classique. Tu peux même déduire en charge les frais d'agence. Si tu achètes avec une agence et qu'il y a des frais d'agence, hein, tu peux les déduire. Donc tu t'imagines que tu as vite fait d'avoir 10 000 balles de frais d'agence. Quand tu es en foncier, ils sont perdus. Tu les as payés, tu ne peux pas les déduire. Tu as payé dans le vent. Là, tu peux les déduire. Et c'est puissant, parce que tu peux être en déficit avec 10 000 balles de frais d'agence. Ça peut t'effacer une année de loyer. Donc tu n'es pas fiscalisé sur les frais d'agence. Et tu peux passer aussi les frais de notaire, soit en amortissement, soit, alors suivant les comptables, ça change. Tu peux éventuellement les passer en charge. Donc ça aussi, hein, 8,5% du prix de vente, c'est des frais de notaire que tu pouvais passer aussi en charge. Donc ça, c'était vachement plus puissant par rapport au régime des particuliers en foncier classique. Et surtout, cerise sur le gâteau, ce qu'on hérite des professionnels, c'est l'amortissement. Donc l'amortissement, hein, on va dire que c'est l'usure de ton bien, que tu peux passer en charge pour pouvoir éventuellement après reconstituer ton matériel. Hein. On hérite ça des professionnels. C'est-à-dire que quand le professionnel il achète une voiture, par exemple, la voiture au bout de, on va dire 5 ans, elle est morte, ou 7 ans, elle est morte, tous les ans, tu vas pouvoir déduire en charge 1/7 donc de cette voiture. Comme ça, tu auras passé toute ta voiture en charge sur 7 ans, tu n'auras pas payé d'impôt sur cet investissement-là, et une fois qu'elle est morte, tu peux racheter une autre voiture, et pareil, tu ne paieras pas d'impôt dessus, parce que c'est une charge. Et bien en immobilier, tu peux faire ça aussi en LMNP, c'est-à-dire passer en charge ton immeuble. Donc, il ne te perd pas de valeur, ton immeuble. Au contraire, il gagne de la valeur, mais fiscalement, comptablement, tu as une charge fictive, hein, c'est-à-dire qu'on l'enlève de ton résultat. Tu ne l'as pas décaissé, mais ça vient diminuer, donc ton résultat fiscal, il devient plus petit. Donc tu paieras moins d'impôts au final. Donc ça, c'était vraiment quelque chose de très très puissant. Donc comme je t'ai dit, ton résultat fiscal, il diminue, donc tu payes moins d'impôts sur les revenus, et tu payes moins d'impôts de CSG. Hein. Donc tout ça par rapport à un régime particulier en foncier classique, par exemple. Donc tu as un peu les avantages d'un montage en société. Le gros avantage par rapport à la société, c'est que quand tu as un investissement en société, l'argent appartient à la société. Si tu veux le sortir, il faut payer une taxe sur les dividendes. Il faut payer une flat tax. Que là, en LMNP, le cash qui est sur le compte, tu peux le sortir comme tu veux, c'est le tien. Donc tu n'as pas à payer de fiscalité sur des retraits d'argent qui sont à toi. Hein. Tu seras en société, tu payes donc la flat tax sur des dividendes que tu sors. D'accord ? Ah, je vois qu'il y a des gens qui sont en décalé. Ça, c'est le live qu'on a fait avec... c'est le duplex. Bon, je vais continuer. De toute façon, tu mettras que le son. Ouais, je ne vais pas la couper.
alors, au niveau de la plus-value, quand tu revends, alors comment ça se passe quand tu revends un bien en LMNP? Eh bien en fait tu as la plus-value, ce qu'on appelle des particuliers. C'est-à-dire que si tu as acheté 100 et que tu revends 150, eh bien à ce moment-là, tu payes donc de la fiscalité que sur la plus-value réelle, donc c'est-à-dire entre les 100 et les 150. D'accord? Donc vraiment sur la réalité. Donc la taxe sur la plus-value pour les particuliers, elle est à 36,2%, et plus tu avances dans le temps, tu as le droit des abattements. Hein, sur la partie impôt sur les revenus de cette composante des 36%, et ben, tous les ans, à partir de 5 ans, tu vas avoir un abattement de 6%. Donc plus tu attends, hein, quand tu veux revendre quand tu es particulier, moins tu vas payer de plus-value. C'est-à-dire que ces 36%, ils vont se rabougrir. Et si tu attends 30 ans, tu ne payes plus du tout de plus-value. Même si tu revends 10 fois le prix que tu as acheté, tu ne payes plus de plus-value. Donc, quand tu es particulier, plus tu attends, moins tu payes d'impôts sur les plus-values quand tu revends. D'accord? Ça, c'était un des avantages donc, du LMNP. D'accord? Alors, Johan... Exact Marie, LMP, amortissement du bien, hors terrain travaux. On va parler du LMP. Donc, maintenant, imaginons que tu passes LMP. Hein, tu satisfais aux deux conditions. D'après le fisc, on te dit que tu deviens LMP. Comment ça se passe? Donc, le résultat fiscal, il est calculé comment? Eh bien, exactement pareil que le LMNP. Il n'y a pas trop de différence ici. C'est-à-dire que tes loyers et tes charges en revenus, tu vas pouvoir déduire donc des charges réelles, les intérêts d'emprunt, frais de dossier bancaire, les honoraires de gestion d'agence, l'assurance propriétaire non occupant, les frais de copro, ta taxe foncière et encore une fois tous les travaux d'amélioration, d'entretien, de réparation, de division, d'agrandissement, de construction, de destruction, de reconstruction. Tu peux tout passer. Ton comptable, si tu veux venir au congrès du club des rentiers, pareil, tu peux le passer. Si tu viens au mastermind, tu peux passer. Hein, les formations que tu achètes, tu peux passer. Voilà. Tu peux aussi passer donc, tes frais de notaire, comme le LMNP, et les frais d'agence. Et une autre charge supplémentaire, comme tu es professionnel, tu vas payer des charges sociales. Tu vas payer donc du social. Ce sont des charges aussi. Et donc, tu vas devoir payer donc, ce qu'on appelle le RSI. Je t'appelle ça le RSI. Ça s'appelle le SSI maintenant. Mais comme tu es professionnel, tu vas payer des charges sociales. Et donc, c'est une charge supplémentaire. Donc, au même titre, j'en sais rien que la taxe foncière, ça va te réduire encore plus ton assiette d'imposition. Mais il va falloir payer ces charges sociales. Et c'est ça la grande différence, c'est que tu vas être assujetti donc maintenant au RSI si tu passes LMP. D'accord? Alors, le RSI, ça marche comment? Donc, vite fait, hein, le taux de prélèvement du RSI, c'est entre 47 et 48% du bénéfice. Mais comme c'est une charge, en fait, au final, ça te fait à peu près un tiers de prélèvement. C'est-à-dire que si tu as 10 000 de BIC à déclarer, eh ben, ça fera à peu près 3 500 de RSI à payer. D'accord? Donc, c'est pas anecdotique. Hein. Donc, tu seras assujetti donc, au RSI si tu passes LMP. Mais tu ne payes plus de CSG de l'autre côté. Donc après, il faut bien faire tes calculs pour voir si c'est intéressant ou pas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en dessous donc, de 3 500 € donc, de revenus, tu vas quand même payer du RSI, hein, parce que si tu veux, tu as un minimum forfaitaire. C'est-à-dire que même si tu es en déficit et que tu n'as rien gagné, normalement, à l'IR, tu payes 0 et tu payes 0 de CSG. Là, tu vas payer quand même entre 1000 et 1200 € de RSI. Voilà. Même si tu ne devais pas en payer parce que tu es en déficit ou tu as très peu de revenus, de bénéfices, tu paieras quand même au minimum 1200 € de RSI par an. Et l'avantage du LMP, c'est aussi, comme c'est professionnel, ça ne rentre pas dans le cadre donc, de l'impôt sur la fortune, donc de l'IFI maintenant ça s'appelle, et donc tu pouvais échapper à l'IFI. Donc pour les patrimoines très très mûrs, très développés, toi ça te permet de ne pas rentrer. Mais après c'est... si tu vas voir un conseiller de gestion de patrimoine, il va te dire, ouais, d'un côté tu ne vas pas payer l'IFI, mais tu vas payer du RSI. Donc l'un dans l'autre, est-ce que c'est intéressant ou pas? Avant, tu avais le choix, maintenant, tu n'as plus le choix. Et autre avantage donc, du LMP, c'est que si tu étais en déficit, tu peux l'imputer sur tes revenus globaux. Donc, si tu fais que LMP et que tu n'as pas d'autres revenus, ça ne sert à rien. Mais c'est reportable. Mais si tu as d'autres revenus à côté, ça peut gommer, ça peut effacer d'autres revenus à côté. Donc, à voir. Mais encore une fois,
C'est pour ça que moi je le trouve pas sexy ce système de LMP. C'est très difficile d'être en déficit. À moins de passer, alors pour être en déficit en LMP, soit il faut que tu achètes souvent et donc tu as beaucoup de frais à déduire, hein, si tu passes les frais de notaire en charge par exemple, ou alors quand tu achètes tes meubles et que tu fais des factures en dessous de 500 € hors taxe. D'accord? Si j'en sais rien, tu achètes une chaise, une facture. La deuxième chaise, une facture. Tu sais, pour faire baisser ton résultat. Une lampe, une facture. Donc tout ça, tes meubles, tu ne vas pas les passer en amortissement, tu vas les passer en charge. Et donc là, tu as des moyens de pouvoir, sur une année, en achetant tes meubles avec des factures en dessous de 500 €, de pouvoir les passer en charge et donc de pouvoir être en déficit. Mis à part ces cas très particuliers, c'est assez compliqué d'être en déficit. Mais bon, à savoir que le déficit est imputable sur les autres revenus quand tu es loueur meublé professionnel. Donc c'est à peu près pareil que le LMNP. La grosse différence, ça va être si tu revends. Qu'est-ce qui se passe si tu revends? Donc en cas de revente, là tu es professionnel, donc tu finis le régime, le spécial des particuliers, tu tombes dans le domaine professionnel, et là donc tu vas avoir, alors j'avais noté, tu as deux cas. Donc tu payes donc la plus-value quand tu revends un bien, hein. Quand tu revends un bien, tu vas payer la plus-value, et quand tu as un bien qui sort du bilan, c'est-à-dire que tu louais un bien en meublé et que tu t'arrêtes de louer, ou tu le passes en nu par exemple, ou tu l'arrêtes de l'exploiter, j'en sais rien, parce que tu loges ta grand-mère ou parce que tu as envie d'habiter dedans, et là tu le sors de ton bilan professionnel, il repasse en perso, et là c'est une cession et tu vas payer une plus-value dessus. Même si tu ne le vends pas. Mais c'est comme ça, voilà. Donc il faut le savoir, c'est important. Donc, pour les biens que tu as acquis il y a moins de 2 ans, tu as ce qu'on appelle la plus-value, donc court terme. Donc là, tu paieras l'impôt sur les revenus sur les amortissements que tu as déduits. Donc c'est ce qu'on appelle la plus-value donc taxable court terme. Et pour la plus-value long terme, c'est la plus-value nette. Donc c'est la différence entre donc, le prix de vente et le prix d'achat qui figure sur l'acte authentique. Et là, tu auras donc une taxation de 30%. Une genre de flat tax, d'accord? Donc, plus-value court terme, c'est sur les revenus, plus-value long terme, 30%, d'accord? Donc, tu vas payer, tu viens de le comprendre qu'en professionnel, tu vas payer sur la vraie plus-value dans ce qu'on appelle long terme, c'est-à-dire la différence entre le prix d'achat et le prix de vente, hein, ce que tu as réellement gagné, et tu vas payer aussi sur tes amortissements. Donc, on réintègre tes amortissements, ce qui s'appelle plus-value court terme, d'accord? Donc là, ça fait un petit peu mal, hein. Bon, il y a un cas particulier, tu peux être exonéré. Tu peux être exonéré si tu es LMP depuis plus de 5 ans. Si tu es LMP depuis plus de 5 ans et que tu as acquis le bien en question depuis plus de 5 ans, hein, et que ton dernier exercice complet, si tu as fait moins de 90 000 € de chiffre d'affaires, tu seras exonéré d'impôt sur la plus-value, donc sur la partie IR, hein, et CSG, d'accord? Tu ne le paieras pas. Par contre, ça sera en revenu exceptionnel et ça sera taxé au RSI. Donc pour la partie juste amortissement, apparemment, il faudra demander à un comptable de valider ce que je suis en train de dire. Et donc sur les amortissements, par contre là, tu vas payer donc le RSI, comme je t'ai dit, à peu près ça va représenter 35%. Donc tu vois, tu payes pas, tu es exonéré d'un côté, mais tu vas payer donc sur tes amortissements un tiers. Donc finalement, c'est peut-être un peu intéressant, c'est au cas par cas, il faut regarder. Mais c'est pas cadeau, hein, on ne fait pas cadeau. Si tu n'as pas payé de plus-value de l'autre côté parce que tu es exonéré, tu seras assujetti au RSI. Donc, à voir. Il y a des cas où c'est intéressant, des cas où ça ne l'est pas, d'accord? Donc, suivant ton cas personnel, en fait, maintenant que tu as compris la différence entre les deux statuts, LMP et LMNP, dans le temps, tu pourrais choisir, comme je t'ai dit, tu pouvais soit prendre le LMNP, soit prendre le LMP si c'était plus avantageux, si tu avais plus d'intérêt à le faire. Et donc, maintenant, tu n'as plus le choix, hein. Si tu remplis les deux premières conditions, tu seras mangé au régime LMP. C'est ennuyeux. Alors, est-ce que Brenda, est-ce qu'on a des questions? Là, on va faire une petite pause. Est-ce qu'on a des questions? Dans tous les cas, tu payes quoi? Bah ouais, Loïc, on est en France. Alors, les cotisations RSI. Elles sont calculées sur le résultat et non sur les recettes. Donc, si tu es en déficit, logiquement, pas de cotisation. Tu as raison, je ne sais pas qui a posé cette question, tu as raison. Donc, c'est sur le résultat fiscal. Ce qu'il faut savoir, le RSI, c'est que si, comme je t'ai dit tout à l'heure, si ton résultat est à 0, le RSI, tu as un minimum de cotisation de 1 200 € par an.
Donc même si tu as zéro ou si tu as très peu de résultats, en dessous de 3500 euros par exemple, eh ben, tu vas quand même avoir à payer 1200 euros. D'accord? Si tu avais 1000 euros par exemple de bénéfices, enlever tous les amortissements et tout, tu devais payer normalement un tiers, 300 euros de RSI. Bah non, tu vas payer 1200 parce qu'il y a un minimum de prélèvement. Alors, il y a une question de Loïc. Du coup, il vaut mieux LMP ou passer par une société? On va justement, là, on va regarder les solutions après. On va y répondre. Alors, si on compte l'avantage en nature de mon habitation, je passe en dessous les 23 000. C'est litigieux. As-tu un conseil? Alors là, ouais, c'est un peu... alors, si tu passes... en fait, l'article 79 du Code général des impôts, dans les revenus, en fait, on considère donc les revenus fonciers, ça ne compte pas. On considère donc les revenus que te donne un patron, les BIC que tu factures à des clients, les BNC que tu factures donc à des gens qui te demandent conseil, ta pension de retraite, tes bénéfices agricoles si tu es agriculteur, si tu es associé salarié dans une SCI, ça compte, et puis ça va être tout. Donc un avantage en nature, je ne pense pas que ça compte. Pareil, il faut demander un rescrit au niveau des impôts, mais à mon avis, non. Hein, mais après, moi, je ne suis pas fiscaliste, donc je ne sais pas. À mon avis, non. Mais renseigne-toi, tu demandes, tu les appelles et tu fais une demande écrite et ils vont t'envoyer donc une confirmation. Alors François, tu payes quand même le RSI si tu es en gestion par agence. Alors c'est ça le cas où tu ne payes pas de RSI quand tu es, c'est le principe de la sous-location, c'est-à-dire qu'en fait c'est l'agence qui s'occupe de... ah ouais, d'accord, en agence, si tu es géré en agence, si c'est une agence immobilière qui fait le travail pour toi, non, c'est comme ton comptable, c'est pas parce que tu as un comptable que tu vas pas payer de RSI. Donc si c'est quelqu'un qui s'occupe de toi, j'en sais rien, l'agence du coin qui fait la gestion, non. Hein, c'est une charge que tu veux pouvoir enlever, mais là, voilà, c'est qu'un prestataire. Si tu as des appartements qui sont gérés, style dans une résidence para-hôtelière, par exemple, là oui, tu ne seras pas embêté par le RSI, parce qu'il y a une structure professionnelle qui est entre toi et ton bien immobilier, donc qui est géré par ce dispositif de gestion para-hôtelière, par exemple, ou de résidence étudiante, par exemple, de choses comme ça. Parce que eux, ils vont payer les charges sociales à ta place, d'accord? Et toi, tu payes... tu payes indirectement dans le truc. Mais là, dans ce cas-là, tu n'es pas concerné par le RSI. Alors, Alexis, si on paye déjà le RSI dans une EURL, on paye 2 fois le RSI, bah oui, hein, si tu es, j'en sais rien, mais même si tu es salarié, tu vas voir le RSI, tu dis, écoutez, monsieur RSI, vous me gonflez, je suis salarié, je travaille déjà, je cotise déjà une retraite à la CPAM, si je tombe malade, je suis déjà soigné, je n'ai pas besoin du RSI. Hein, de toute façon, c'est pourri. Et les mecs, ils disent, bah non, tu payes quand même. Donc, si tu es déjà indépendant, donc si tu es travailleur indépendant, TNS, hein, travailleur non salarié, et ben écoute, tu as d'autres revenus à côté, tu as une deuxième activité en fait. Donc ça va se cumuler en fait. C'est comme si tu es, j'en sais rien, les gens qui sont et commerçants et artisans, par exemple l'artisan qui te revend, qui a une activité commerciale, bah, il paye du RSI sur l'activité commerciale et sur l'activité artisanale. Bah toi, j'en sais rien, si tu es artisan et loueur meublé professionnel, et bah, tu vas cotiser aux deux tableaux, c'est tout à fait normal. Alors, Johan... J'arrive pas à lire parce que en LMP c'est plus difficile d'être en déficit qu'en LMNP. C'est pareil, c'est les mêmes charges, donc c'est pas plus difficile. Hein. C'est pas plus difficile. Voilà. Après, si tu encaisses très peu de loyer, si tu as une renta de merde, c'est facile d'être en déficit. Après, voilà, tout dépend, mais c'est pareil. C'est pareil, c'est plus facile d'avoir un plus petit résultat en LMP parce que tu as les charges sociales à payer. Alors, une question de Yegor. Yegor, alors si tu as 6 appartements en LMP, que tu revends un au bout de 5 ans, le résultat des 6 est supérieur à 90, mais le résultat de l'appart est forcément inférieur. Ça marche comment la plus-value? Je n'ai pas trop compris là. Si tu vends 6 appartements, c'est du direct. Hein. Si tu vends 6 appartements... Non, si tu as 6 appartements et que tu en revends un au bout de 5 ans, le résultat des 6 est supérieur à 90, mais le résultat de l'appartement... Bah, si tu dépasses les 90 000 de chiffre, tu ne peux pas prétendre à l'exonération. Et tu as un cadre hein, entre 90 et 126, je crois que c'est intermédiaire, mais c'est soit l'un soit l'autre. Hein. Si tu payes la plus-value professionnelle classique, tu ne paieras pas le RSI. D'accord? C'est soit l'un soit l'autre. Donc il faut regarder le jour où tu vends,
comment tu es concerné ou pas. Tu peux aussi passer, tu peux changer et passer LMNP, c'est-à-dire que tu es LMP cette année, j'en sais rien, tu as perdu ton travail ou tu as tes revenus salariés qui descendent, tu passes LMP cette année-là, et puis si tu peux différer la vente. Ce qui compte au niveau des impôts, c'est le statut, l'année où tu vends. D'accord? Donc si tu repasses LMNP pour avoir la plus-value des particuliers, et ben là, si tu peux repasser LMNP, et ben tu as le jour de la vente, tu peux différer pour revenir LMNP pour vendre à ce moment-là. Là, tu as le droit, c'est par rapport au statut le jour de la vente. D'accord? Allez, c'est bon, il n'y a plus de questions encore? Alors du coup, on cotise à la retraite en LMP. Bah oui, le seul intérêt, je vais te dire, de passer LMP, c'est quand tu es vraiment rentier et que tu veux pas... Parce que si tu n'as que des revenus de LMNP, à un moment, ils vont te choper, il faut que tu payes la taxe Puma, 8%. Donc ça peut être intéressant de passer LMP si tu es vraiment rentier et que tu as vraiment que ça. Ça te permet d'avoir la couverture sociale, donc si tu tombes malade, et ça te permet aussi de cotiser, de valider donc des trimestres. Et le RSI reste quand même plus intéressant au niveau plafond et au niveau taux de cotisation que le régime général qui est un petit peu plus gourmand. Donc j'espère que vous avez tout compris. Donc, ok, merci Igor. L'astuce serait de ne pas dépasser les 23 000 € pour LMP. Oui, l'astuce, ça serait de ne pas dépasser les 23 000 € ou d'avoir beaucoup de revenus à côté. J'en sais rien, si tu gagnes très très bien, ta vie, si tu es 50 000 balles de revenus par an, bah écoute, hein, tu peux monter encore, hein, jusqu'à 50 000, il ne faut pas dépasser. Donc ça peut être des astuces. Donc j'en étais où? Donc suivant ton cas personnel, donc tu vois, peut-être que la LMP c'est plus intéressant parce que tu n'es plus que rentier par exemple, ou peut-être que la LMNP c'est plus intéressant pour toi. Dans la majorité des cas, c'est quand même plus intéressant le LMNP. Je trouve pas beaucoup d'avantages au LMP, mais dites-moi si je me trompe, hein, si vous avez donc un éclairage différent. C'est le moment. Donc on va regarder quelles solutions, et on va attaquer donc la dernière partie, quelles sont les solutions. Donc il est 20h, 21h, oh là mon Dieu. L'astuce c'est de profiter du meublé point barre, Christelle. Bah ouais, mais bon, je te dis, si c'est pour passer, payer du RSI, moi j'en ai payé 11 ans, j'étais commerçant, des fois tu as des bugs, hein, ils t'envoient des trucs, et puis voilà, mais bon. Alors quelles sont les solutions? Alors la première des solutions, donc là, écoute bien, quelles sont tes alternatives? Eh ben, tu peux bosser plus, hein, ou retourner bosser si tu es rentier, espèce de feignant. Tu peux retourner travailler, par exemple. Là, comme ça, tu passes à travers. Mais bon, ça, c'est un peu bidon comme solution. Merci Alex de l'avoir dit. Mais ça existe, c'est une des solutions. Une des autres solutions, ça serait de passer donc, des biens meublés que tu as, de les repasser en foncier classique. Donc, tu démeubles. Tu démeubles ou tu enlèves un meuble et tu le fais passer en foncier, ou tu fais passer tes baux en foncier pour ne plus être concerné, pour pouvoir rester en fiscalité des particuliers. Alors, comme je t'ai dit, le gros inconvénient, c'est que en charge, l'amortissement, tu ne vas plus pouvoir le passer. Voilà, donc c'est à toi de faire le calcul. Tu peux passer donc, des biens que tu as en meublé en foncier classique, et donc là, forcément, tu vas descendre tes revenus de recettes brutes en LMP, par exemple, pour être en dessous de la moitié des revenus du foyer, par exemple. Donc tu regardes ce que ça représente, et donc il va falloir dire adieu à l'amortissement que tu pouvais déduire. Donc après, c'est à toi de voir. Est-ce que c'est plus intéressant de payer les 1200 balles de RSI, ou j'en sais rien, si tu as 10 000 balles de BIC, de payer 3000 balles de RSI, ou alors est-ce qu'il vaut mieux que je perde l'IR sur les amortissements? Parce que ce que tu déduis, l'amortissement, l'économie d'impôt, c'est vraiment ta tranche marginale d'impôt. Hein, c'est-à-dire que si tu as 10 000 € d'amortissement, tu n'économises que la tranche marginale d'impôt des amortissements. C'est-à-dire que si tu es imposé à 14%, tu économises que 1400, d'accord? Que tu ne sors pas. Hein, ce n'est pas les 10 000 entiers. C'est une vue de l'esprit, mais ça, il faut le marquer sur un papier, il faut faire les calculs pour voir concrètement. Donc, une des solutions, ça pourrait être de repasser en foncier quelques biens. Voilà, si tu veux vraiment pas être LMP. Sinon, après, si tu vois que ton locataire il se maintient en place, que tu ne peux pas basculer en foncier, après, dernière solution, c'est de revendre le bien. Donc là, tu revends le bien, tu t'en sépares pour repartir sur autre chose. Donc là, c'est la solution ultime. Peut-être que tu peux en profiter pour arbitrer, récupérer donc des loyers
des années de loyer direct pour récupérer le cash flow qui a été immobilisé, donc le capital restant dû, et pour pouvoir, j'en sais rien, acheter. En général, quand tu arbitres, tu peux acheter 3 fois plus. Un appart, tu le multiplies en 3 quand tu arbitres. Donc ça peut être l'occasion de repartir. Un bien que tu as déjà amorti, qu'il faudrait refaire peut-être d'ici quelques années. Il est un peu, la cuisine elle commence à être datée et tout. Et profites-en pour revendre et tu repars sur autre chose. Ça peut être cette possibilité-là. Et donc, un dérivé de cette solution, tu peux en profiter pour monter une SCI à l'IS et au lieu de revendre à un étranger, tu te le revends à toi-même. Donc, c'est-à-dire que tu montes une SCI et la SCI, elle va acheter donc, le bien qui t'emmerde, qui est loué en meublé. Par exemple, si le bail n'arrive pas à son terme et que le locataire s'en va pas, que tu peux pas basculer, et tu peux aller voir ton banquier, tu dis je veux monter une SCI à l'IS et ma SCI à l'IS, elle va acheter donc cet appartement qui continuera à rester avec le même locataire, loué au même locataire, toujours en meublé. Et donc comme tu as déjà amorti du capital, là tu vas avoir du cash qui va rentrer. Parce que cet appartement, j'en sais rien, que tu as acheté 100 000, peut-être qu'au niveau de la banque, aujourd'hui, tu dois rembourser que 60, par exemple. Tu as remboursé 40 000 déjà. Et si tu revends cet appartement 100 000 à la SCI, donc tu repars sur 20 ans, par exemple, de crédit, qu'est-ce qu'elle va faire la SCI? Elle va t'acheter 100 000, et toi, tu dois que 60 à la banque. Et 60 moins les 100, ça fait que tu as 40 000 euros cash sur tes comptes. Donc là, ça te fait rentrer du cash. Donc là, après, tu peux le vendre à la SCI et en même temps, avec ces 40 000, aller re-emprunter pour faire d'autres choses. Et tu gardes quand même une main sur le bien parce que tu as les parts de la SCI derrière. Donc tu es propriétaire à travers une société. D'accord? Et donc, il y a des petits inconvénients à la SCI à l'IS, mais bon, tu es quand même toujours propriétaire d'une certaine façon. Tu as pu rentrer du cash de l'arbitrage et tu peux refaire autre chose et tu n'es pas coincé et tu passes pas à l'MNP et en plus tu profites de la SCI à l'IS. Donc, pourquoi pas? Ça peut être une solution qui est intéressante. De toute façon, et on va arrêter là pour ce soir, parce qu'il est déjà tard et tu vois, je suis en train de m'étouffer, je suis en train de devenir tout sec, je vais devenir un raisin sec devant toi. Pour revenir, donc, il va falloir que tu fasses donc, tous ces scénarios et que tu regardes. Est-ce que je passe en foncier classique? Combien ça va me coûter en plus? Est-ce que je passe en LMP? Combien ça va me coûter? Donc, si c'est plus intéressant, passe en LMP. Tu auras le temps de repasser à l'MNP plus tard si tu arrives à arbitrer ou j'en sais rien. C'est pas une punition non plus. La SCI à l'IS, il faudra payer des frais de notaire. Mais est-ce que c'est compensé par la plus-value que je vais avoir? Et si je peux rallonger, peut-être qu'en plus les taux sont super bas. Tu as peut-être un taux à 3%. Si la SCI, elle achète avec un taux de 1 et quelques, et en plus tu vas pouvoir gratter sur les taux. Donc tu vas payer un peu de taxes d'honoraires de notaire, mais tu vas pouvoir récupérer un peu. Ça te rallonge le crédit, tu vas rentrer du cash, donc c'est à voir. Il faut que tu écrives tous ces scénarios sur un papier et tu compares. Et puis après, tu pourras choisir qu'est-ce qui est le mieux pour toi. Donc pas de fatalité, tu as cette possibilité éventuellement. Et des fois, c'est peut-être aussi intéressant de passer LMP aussi. Donc il n'y a pas de règle, il n'y a pas de solution qui va s'appliquer à tout le monde. C'est au cas par cas, il va falloir que tu prennes un papier, un crayon. Si tu ne sais pas faire, tu vas voir un comptable qui va le faire avec toi ou un avocat fiscaliste. Et donc après, tu vas pouvoir faire au mieux par rapport à ta situation. La Christelle, oui, la taxe Puma selon le montant des revenus d'activité. Ouais, donc si tu n'as plus de revenus salariés, ou des BIC professionnels ou des BNC professionnels, tu es assujetti à la taxe Puma, sauf par exemple si tu es marié, que ton compagnon est par exemple salarié, là tu es sous la couverture d'assurance maladie de ton compagnon par exemple. Donc voilà, mais si tu es célibataire et que tu n'as que des revenus à LMNP par exemple, là taxe Puma, obligatoire. Cyril, SCI 15% d'impôt et flat tax 30%. Oui, mais Cyril, on va pas s'énerver. Effectivement, tu as raison. La SCI à l'IS, 15% d'impôt sur les sociétés jusqu'à 38 000 euros. Je ne suis pas fiscaliste, mais voilà. Et après, flat tax, si tu enlèves les dividendes, 30%. Mais si tu fais ça parce que tu étais LMNP, que tu bascules, c'est-à-dire que tu as déjà plus de 23 000 euros de revenus du travail, plus les revenus de ton LMNP. Si tu calcules vite fait, 23, vraiment si tu es tout en bas, si tu commences juste à basculer 23 000 plus quelques milliers d'euros, tu tombes sur quelle tranche?
Hein? Cyril, tu tombes sur quelle tranche? Tu tombes sur la tranche à 30%. 30% plus 17% de CSG. Hein? Ok? Donc là, si tu passes en SCI LIS, même si tu seras avec la flat tax, c'est une opération blanche pour toi. Ça revient exactement à la même chose si tu retires ton cash flow avec les dividendes. Donc, c'est pas un bon argument pour éviter la SCI. La SCI, il faut être deux. Donc, voilà, il faut trouver un associé. Il faut trouver un associé. D'accord? Alors, des questions. C'est ça les nouvelles questions? Alors, une question de Bill. Quand on achète en indivision, est-ce que... Alors, c'est très mal écrit. Est-ce que moi, peut-être... Est-ce que je peux être LMP et la deuxième LMNP? Alors, en indivision... Bah, après, tout dépend avec qui. Parce que c'est par rapport au foyer fiscal. Si la deuxième personne elle est dans le même foyer fiscal, elle sera, vu qu'il y a quelqu'un qui est déjà dans le foyer fiscal qui est LMP, elle sera forcément LMP. Après, si la deuxième personne est hors du foyer fiscal, à voir. Normalement, non. Et là, pareil, je ne suis pas, j'ai pas une tête, regarde-moi. Est-ce que j'ai une tête de travailler aux impôts? Non. Donc, il faudra demander un rescrit, hein, une confirmation. Mais normalement, pour moi, je dirais non. Sauf si c'est ta compagne et que vous êtes sous le même toit. Alors, Ghislain, LMP, plafond du déficit imputable. Il n'y a pas de plafond à LMP. Il n'y en a pas. Donc, en foncier, c'est 10 700, je crois, de mémoire. Et en LMP, non, tu n'as pas de plafond. Si tu as 1 milliard de déficit, tu peux les imputer. Mais après, il faut avoir d'autres revenus à imputer. Si tu es que LMP, que tu n'as pas d'autres revenus pour imputer, tu peux pas. Tu peux pas. C'est reportable, par contre. D'accord? Sandro, peut-on être fonctionnaire et LMP? Bah maintenant, ouais. Maintenant, ouais, parce que bah, tu es fonctionnaire, tu passes professionnel, et tu paieras des taxes de professionnel. Après, par rapport à ton employeur, ce qu'il faudra dire, c'est moi je suis fiscalement LMP, mais par contre, c'est une activité civile. Donc voilà, je suis président d'un club de foot, c'est une activité civile, mais je suis président d'un club de foot qui vend de la bière à la mi-temps. Mais c'est pas, voilà, c'est une activité civile, c'est pas, tu vends pas de la bière à la troisième mi-temps pour faire de l'argent. Bah là c'est pareil, c'est une activité civile, la location meublée, mais tu seras considéré sous un statut fiscal professionnel. Voilà, donc ça devrait pas poser de problème. Après avoir, et puis si c'est vraiment interdit, après il faudra te séparer ou il faudra choisir. Hein. C'est soit l'État et donc l'envie d'être utile à la communauté, au pays, et on t'en remercie. Et sinon, c'est rentier. Hein, donc voilà. Alors Kevin, chaque situation sont différentes. Il est important que chacun s'entoure de professionnels. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Hein. Là, tu vas voir un expert comptable, un avocat fiscaliste ou un expert comptable. Et après, voilà, il faut arbitrer. Hein. Moi, je te donne des informations. C'est à toi de les traiter. Donc Julien. Alors, bon, en fait, c'est mieux le loto. Oh, Julien. Non, le loto, tu vas en faire quoi de tes milliards? Tu vas bien acheter des trucs avec. Tu auras les mêmes problèmes. Tu ne vas pas garder les milliards comme ça. Bill, Mehdi, c'est toi qui avais posé la question, merci. En tout cas, bon, j'espère que vous avez compris. Hein, c'est un sujet qui est assez compliqué, c'est un sujet qui fait beaucoup, beaucoup parler. Tu vois, j'espère que j'ai vraiment débroussaillé un peu, tu as vu un petit peu. Donc, voilà. Si tu as des questions, évidemment, Club des Rentiers, toujours club numéro 1, on répondra à toutes tes questions. Et puis, on verra ce que ça va devenir. Hein. D'accord? Bon. Alors, Sébastien, dernière question. Et si une année, tu es dans les critères de LMP, que l'année suivante, non, tu alternes. Oui, tu peux alterner. Donc, LMP, tu peux rebasculer à tout moment en LMP si tu peux être considéré LMP l'année suivante parce que tu as baissé tes trucs, parce que tu as vendu un immeuble, j'en sais rien, tu as vendu un immeuble, tu n'as plus de revenus. Là, tu repasses LMNP si tu veux. Alors, Julien, c'est des PPDR. Alors, PPDR, je ne sais pas ce que ça veut dire. PPDR. Julien, ça veut dire quoi? Dis-moi ça, Julien. Notre super agent, le meilleur agent immobilier de Limoges. Hein, Julien, merci Alex. Merci Alexis. Merci Steph.
tu vas parler de Faro. J'en ai parlé au début, Loïc. Donc tu regarderas au début. Premier live pour moi. Je reviendrai. Merci beaucoup. Merci Arnaud. Il n'y a pas de souci. Il y a tous les lives qui sont en replay. Putain de problème de rentier. Ouais, Julien. Ah, c'est trop la poisse. Mais je préfère quand même ces problèmes-là que des problèmes de putain d'employé, putain de patron. C'est pas les mêmes, mais bon. Allez, je vous embrasse tous très très fort. Je vous dis à très bientôt. Merci Cédric, merci Erwan. Je compte sur vous car n'oubliez pas, c'est toujours les vacances au club des rentiers. Yeah. On a de la chance, on est tous invités. Yeah. Faut chanter derrière du lundi au dimanche, hiver comme été. Yeah. C'est toujours les vacances au club des rentiers. Tous les sujets que vous préférez, yeah, ils sont ici. Où ça? Au club des rentiers, yeah, yeah. Et tous les lives que vous adorez, yeah, vous pourrez les voir au club des rentiers. Il y a quand même 60 personnes qui restent pour écouter la chanson. Hein. Je vous embrasse tous très très fort. Voilà pourquoi au club des rentiers, yeah, toujours sera le rendez-vous préféré de milliers de copains. Ouais, je suis dingue. Il faut être Pour dingue pour être chanter, yeah. Numéro 1, vive le club des rentiers. Allez, numéro 1. Numéro 1, le club des rentiers. Allez, je vous dis à bientôt les amis. Je vous embrasse tous très très fort. Club des rentiers. Au revoir.